Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres de ce mardi 2 juillet. Les 28 sont enfin parvenus à un accord sur les postes clés au sein des institutions après l'échec du dernier sommet européen et au terme de plus d'un mois de discussion. On y revient dans un instant. Jour de rentrée pour les députés européens, une première session plénière de l'Assemblée issue des dernières élections avec de nouveaux rapports de force à la clé. Une initiative pour préserver la mer en Grèce. Une association implique les pêcheurs dans la collecte du plastique qui envahit les eaux pour lutter contre cette pollution et favoriser le recyclage. Enfin, direction Paris où se tient en ce moment la Fashion Week pour jeter un œil aux nouvelles collections. Les 28 sont enfin parvenus à un accord sur les postes clés au sein des institutions. Après l'échec du dernier sommet, les négociations entre les dirigeants européens ont fini par aboutir, malgré les divisions qui ont miné le couple franco-allemand ces dernières semaines. Voilà celle qui devrait présider la prochaine Commission européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen. Le nom de l'actuel ministre de la Défense s'était imposé ces dernières heures à Bruxelles entre les dirigeants européens pour sortir de l'impasse. Sa candidature n'a pas suscité de résistance, mais son acceptation s'est faite au prix d'intenses tractations. Dans ce laborieux processus, une autre femme semble faire le consensus, la Française Christine Lagarde, qui devrait se voir confier la Banque Centrale Européenne, elle qui occupe actuellement le poste de patronne du FMI. Autre poste à pourvoir, celui de président du Conseil, et c'est le Belge Charles Michel qui devrait se voir confier cette responsabilité en remplacement de Donald Tusk. Enfin, dans ce casting européen, le poste de haut représentant pour les affaires étrangères devrait désormais être occupé par l'Espagnol Josep Borrell. L'accord sur cette répartition doit encore être validé par le nouveau Parlement européen qui siège ce mercredi. À Strasbourg, la première session plénière du nouveau Parlement européen s'est tenue aujourd'hui. Une assemblée remodelée par les dernières élections du mois de mai avec de nouveaux rapports de force à la clé. Pour en parler, nous sommes avec Grégoire Laury, notre correspondant à Bruxelles. Bonsoir Grégoire et merci d'être avec nous. Bonsoir Annelise. Alors tout d'abord, comment s'est déroulée cette session inaugurale ? Cette première journée, c'est un petit peu la rentrée pour les élus. Il y a ceux qui découvrent pour la première fois leur siège dans l'hémicycle et leur bureau. C'est le cas pour 61% d'entre eux. Et puis il y a ceux pour qui il s'agit d'un autre mandat et qui connaissent les us et coutumes du Parlement. La première journée est souvent le moment des symboles, le drapeau européen qui s'élève sur les mâts au pied du Parlement. Et puis il y a l'Ode à la joie jouée en plein cœur de l'hémicycle. Cet instant a provoqué la première polémique de cette législature. Les 29 élus du parti du Brexit se sont bien levés, mais ils ont tourné le dos aux musiciens lors de l'hymne de l'Union européenne. Cette attitude n'a pas manqué de provoquer la colère dans les rangs des eurodéputés. A contrario, les libéraux-démocrates britanniques ont arboré un t-shirt jaune pour exprimer leur opposition au Brexit. Mais au-delà de ce détail vestimentaire, ils ont suivi les habitudes parlementaires. Le jaune était d'ailleurs l'une des couleurs de cette journée, car hors du Parlement, des milliers d'indépendantistes catalans s'étaient rassemblés pour défendre 3 de leurs élus interdits de siéger dans l'hémicycle. L'ancien dirigeant Carles Puigdemont, actuellement en exil en Belgique, ne peut pas occuper son siège. La Cour de justice de l'Union a rejeté lundi son recours. Quelle est la physionomie de cette assemblée issue des dernières élections et quels sont les rapports de force qui en découlent ? C'est un Parlement un peu plus éclaté. Avec 182 sièges, le Parti populaire européen reste toujours la première force politique, mais c'est un groupe affaibli par rapport à la législature précédente. Le constat est identique pour les sociodémocrates. Il demeure le deuxième groupe, mais là aussi avec moins de parlementaires. Cette configuration fait que la traditionnelle coalition entre la gauche et la droite n'a plus de majorité. Cette hégémonie est contestée par les libéraux qui profitent de la percée réalisée par la liste présidentielle en France. Le groupe Renouveler l'Europe occupe désormais la 3e position. Les Verts, grands vainqueurs du scrutin européen, sont eux 4e. La coalition parlementaire et les consensus vont donc s'articuler autour de ces 4 formations. Les populistes ont eux aussi progressé, mais n'ont pas réussi à former un groupe capable de peser face à la majorité qui se dessine. Enfin, pour terminer, le Parlement compte à son ouverture 751 sièges, mais l'hémicycle devrait terminer sa législature avec 705 élus. En effet, une fois le Brexit réalisé, les députés britanniques quitteront l'institution. Merci Grégoire Laury d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes correspondant d'Euronews à Bruxelles.
Le bras de fer commercial se poursuit entre Bruxelles et Washington. Donald Trump menace toujours d'imposer des droits de douane sur des produits en provenance de l'Union pour défendre au final son fleuron de l'aéronautique. Olivier Peggy. Les États-Unis vont-ils imposer des taxes sur l'importation de fromages européens? L'idée est en tout cas évoquée par l'administration Trump qui a dressé une liste de près de 90 produits qui pourraient être ainsi taxés. Outre les fromages, il y a le whisky irlandais, les olives grecques ou encore certains produits de charcuterie. Tous ces produits représentent près de 4 milliards de dollars en valeur commerciale. Ces taxes, si elles sont appliquées, s'ajouteront à une liste d'autres produits visés par l'administration américaine. Cette guerre commerciale trouve son origine dans le conflit qui oppose les deux géants de l'aéronautique, l'américain Boeing d'un côté et l'européen Airbus de l'autre. Les États-Unis accusent l'Europe d'accorder des subventions illégales à Airbus et Bruxelles formule les mêmes accusations à Washington vis-à-vis de Boeing. Cela fait des années que ça dure. Le litige est entre les mains de l'Organisation mondiale du commerce. La résurgence de ce conflit aujourd'hui intervient alors que les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis ont baissé d'un cran, comme l'explique cet analyste chinois. La perspective d'une reprise des négociations entre Washington et Pékin est une bonne nouvelle, dit-il. Pour autant, cette guerre commerciale a profondément changé les relations entre les deux pays. Ce sujet est en toile de fond du sommet du Forum économique mondial qui se tient actuellement en Chine. Le Premier ministre chinois était l'un des invités de marque de ce rendez-vous estival. Il est toujours nécessaire de faciliter l'investissement et le libre-échange et dans le même temps d'améliorer les mécanismes institutionnels qui mettent en évidence l'égalité des droits, des règles et des opportunités. L'objectif est de contribuer à un développement qui soit bénéfique pour tous, équilibré et inclusif. Dans son discours, le Premier ministre chinois a indiqué que son pays allait faciliter les investissements étrangers dans le secteur financier. En France, les médecins ont à nouveau amorcé l'arrêt des traitements de Vincent Lambert, conséquence de la décision de la Cour de cassation rendue la semaine dernière au terme d'une bataille judiciaire qui divise ses proches depuis près de 6 ans. Est-ce enfin le dernier acte de l'affaire Vincent Lambert? Conformément à la décision de la Cour de cassation vendredi dernier, ce mardi a été lancée la procédure d'arrêt des soins du malade. Elle avait été suspendue par une décision surprise de la Cour d'appel de Paris le 20 mai dernier. Le docteur Vincent Sanchez, médecin de Vincent Lambert, a informé ce matin chacun des membres de la famille que l'arrêt des soins allait se poursuivre ce mardi. La mère de Vincent Lambert, tétraplégique et en état végétatif depuis 2008, parle aujourd'hui d'un meurtre avec préméditation. Opposée à l'arrêt des soins, elle a successivement appelé la Cour européenne des droits de l'homme et l'ONU à agir. Le 19 mai dernier, veille de sa mort programmée, il a pleuré en nous voyant. Nous en sommes encore bouleversés. Mais le Conseil d'État français a de son côté validé la décision d'arrêt des soins prise par le docteur Sanchez. Le jugement de la Cour de cassation a, lui, été pris sans renvoi devant une autre juridiction. Impliquer les pêcheurs pour collecter le plastique et leur reverser une partie des bénéfices du recyclage, c'est l'idée défendue par une association en Grèce pour contribuer à son échelle à nettoyer la mer envahie par les déchets. Les explications d'Audrey Tilve. Des déchets recueillis pour la bonne cause. En Grèce, le jeune Lefteris, descendant d'une lignée de pêcheurs, a monté une association pour encourager les professionnels à ramener à terre les déchets pris dans leurs filets. Une initiative qui lui a valu un prix des Nations Unies. Il raconte comment est venu le déclic. Nous avons retiré du filet une canette de Coca-Cola qui avait une couleur bizarre. Je l'ai prise dans la main, j'ai vu que sa date de péremption remontait à 87. Cette chose était dans la mer depuis plus de 30 ans. C'est ça qui m'a choqué. Ensuite, et ça m'a choqué aussi, le pêcheur l'a rejeté à la mer. Il m'a dit qu'il n'était pas payé pour ramasser les déchets. D'où l'idée de Lefteris, recycler les déchets en produits et reverser une partie des profits aux pêcheurs. Même si certains s'y mettent uniquement pour l'argent, et ils ne sont pas si nombreux, au fil du temps, ils s'impliquent vraiment. Un capitaine m'a confié qu'avant, il jetait son gobelet de café dans la mer, alors qu'aujourd'hui, il prend soin de le mettre à la poubelle. Et je lui ai rappelé que cela faisait seulement 6 mois qu'il collaborait avec nous.
L'association Enaleia collecte ainsi chaque mois quelques 2,5 tonnes de plastique, mais pas seulement. Nous envoyons les vieux filets et les cordes à l'étranger où ils sont recyclés et transformés en chaussettes, en maillots de bain et divers autres produits. Quant au plastique, aux canettes et aux autres déchets, ils servent pour notre ligne de produits recyclés, une ligne que nous avons créée avec une entreprise certifiée. Lefteris le sait, sa contribution est une goutte d'eau dans l'océan. Il faut créer un cercle vertueux de coopération. Les gens doivent arrêter de jeter du plastique, les entreprises doivent arrêter d'en mettre partout et les États ont un rôle à jouer à ce niveau. Nous continuerons de le retirer de l'eau. Si les pêcheurs grecs s'impliquent, c'est aussi parce que leur avenir est en jeu. À ce rythme, d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans la mer. Quand on sort tous ces objets de la mer, des bouteilles, des sacs, toutes sortes de plastiques et même des motos et des vélos, on se dit qu'on doit poursuivre nos efforts. La mer, c'est notre vie. Le plastique est le danger numéro 1 pour toutes les mers du monde. Les organisations environnementales poussent de plus en plus pour que des mesures urgentes soient prises. Car si rien n'est fait, assure-t-elle, c'est l'espèce humaine qui sera en danger. Direction Paris, où se tient en ce moment la Fashion Week. L'occasion de jeter un œil aux nouvelles collections entre notes sombres et références à la sculpture. Malia Coutan. C'est indéniable, Paris est bel et bien la capitale de la mode, ou du moins cette semaine. À l'occasion de la Fashion Week, la Ville Lumière a accueilli tous les plus grands noms de la haute couture. Du côté de l'avenue Montaigne, fleuron de la maison Dior, Maria Grazia Chiuri, directrice de la création, a présenté la collection haute couture 2019-2020. Un défilé à la scénographie très sombre, tout comme les pièces portées par les mannequins. Robe longue, costume noir, corset ou encore barésie tissée de plumes noires, un défilé qui s'est terminé en apothéose avec la présentation d'une pièce d'architecture en or sur le torse d'un mannequin. Une référence aux maisons de poupées de la série Slinger des années 1970. La maison Dior n'est pas la seule à avoir créé l'événement. De nombreuses célébrités comme Céline Dion étaient présentes pour découvrir les dernières pièces de la créatrice de mode Iris Van Herpen. Cette dernière a fait chavirer le cœur de l'Assemblée. C'est juste de l'art. Je dis toujours que c'est une œuvre d'art. Si je venais d'acheter une de ces pièces ou d'en obtenir une, elle se trouverait probablement dans ma maison. Elle ne serait pas utilisée, ce serait juste de l'art. La collection nommée Hypnose combine transparence, superposition et mouvement pour créer l'illusion d'optique. Je me suis sentie très inspirée par le travail d'Anthony Ho cette saison. C'est un sculpteur américain qui fait de très belles sculptures cinétiques et l'une d'elles a été réalisée pour le défilé d'aujourd'hui. Son travail est très hypnotique, il regarde vraiment la nature et les motifs de celle-ci. Il traduit cela dans ses sculptures cinétiques. Je voulais vraiment retranscrire l'émotion que j'ai eue de son travail dans la collection. Cerise sur le gâteau, une robe avec un mécanisme en aluminium et acier inoxydable ayant nécessité 4 mois de travail. Une chose est sûre, la mode n'a pas fini de nous surprendre. Enfin, un mot de sport et il y aura du football ce soir à Lyon où les Américaines vont affronter d'ici quelques instants leurs adversaires britanniques en demi-finale de Coupe du Monde. Olivier Peggy. Angleterre-États-Unis, c'est l'affiche de la première demi-finale de la Coupe du Monde de football féminin. Les Anglaises ne sont pas forcément favorites. C'est la première fois qu'elles atteignent le dernier carré d'une Coupe du Monde. Mais les Lyonnaises, comme on les surnomme, ont fait forte impression dans ce mondial, notamment cette joueuse, Lucy Bronze. Interrogée sur la perspective de jouer contre la star américaine Megan Rapinoe, l'Anglaise explique que cela constitue un beau défi. Mais j'aime ce genre de challenge, dit-elle. Je me souviens, il y a quelques années, je m'étais fait une liste de noms de joueuses avec lesquelles je souhaitais un jour jouer. La brésilienne Marta, l'anglaise Kelly Smith et évidemment Rapinoe était sur cette liste. Megan Rapinoe est l'une des vedettes de l'équipe américaine, une équipe qui semble aborder cette demi-finale avec une certaine décontraction. Le palmarès des Américaines impressionne, 3 titres de championne du monde et 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Cette première demi-finale se joue ce soir à partir de 21h à Lyon.
C'est la fin de ce journal préparé par l'équipe francophone. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site et sur les réseaux sociaux. Très belle soirée à tous.